Bienvenue dans Histoire de cuisine, le podcast qui vous raconte comment une simple recette peut traverser le temps jusqu'à devenir une véritable légende. Aujourd'hui, je vous emmène à la découverte d'une pâtisserie aussi gourmande que symbolique. Une couronne dorée, à la fois croustillante et fondante, composée de pâte à choux, garnie d'une crème mousseline au praliné et parsemée d'amandes effilées. Oui, vous l'avez reconnu, le Paris-Brest. Mais derrière cette douceur emblématique de la pâtisserie française se cache une histoire inattendue. Une histoire de défi, d'endurance et de roues lancées à toute vitesse sur les routes de France. Car avant d'être un dessert, le Paris-Brest est d'abord le nom d'une course mythique. Alors, installez-vous confortablement et laissez-moi vous conter comment une épreuve cycliste est devenue une icône de la gourmandise. Avant de devenir une pâtisserie emblématique, le Paris-Brest est d'abord une aventure sportive hors du commun. Tout commence en septembre 1891, avec la création de la course Paris-Brest-Paris, par Pierre Giffard. Journaliste influent, rédacteur en chef du Petit Journal, il est aussi l'un des pionniers du journaliste sportif en France. À une époque où la presse écrite est en pleine expansion, il comprend très vite le potentiel spectaculaire du sport pour captiver les lecteurs. Mais Pierre Giffard n'est pas seulement un observateur, c'est aussi un véritable promoteur du sport moderne. Il croit profondément aux valeurs du dépassement de soi, de l'endurance et du progrès technique. À travers ses articles, il défend l'idée d'un sport accessible, populaire, capable de rassembler toutes les classes sociales. Et justement, à la fin du 19e siècle, un nouvel objet fascine les foules, la bicyclette, que l'on surnomme déjà la petite reine. Symbole de liberté et de modernité, elle transforme les déplacements. Elle fait naître une véritable passion collective. Mais ici, au bois de Vincennes, ce n'est pas un championnat de France que ce jeune homme va tenter. Il porte simplement à la main un vélo pliant. De même que vous avez sur vous votre stylo ou votre sac à main, Planchon Reboul, lui, a son vélo. En un tournement, sa bicyclette est montée. Et de plus, s'il lui plaît d'être galant, 3 écrous à dévisser et il a transformé sa monture en vélo de dame. Mais la bicyclette offre bien d'autres ressources et l'illustre famille Gervaise n'est en aucune façon incommodée par la difficulté des transports. Pour accompagner cet engouement et surtout doper les ventes de son journal, Pierre Giffard imagine une course inédite, démesurée pour l'époque, relier Paris à Brest, puis revenir à Paris. Soit près de 1200 km à parcourir sur les routes encore rudimentaires, souvent en mauvais état, éclairées à la lampe à huile pour les portions nocturnes. Les coureurs doivent affronter la fatigue, les intempéries, les pannes mécaniques et parfois même la solitude sur les tronçons isolés. Une véritable épreuve d'endurance inspirée notamment d'une autre course récente reliant Paris à Bordeaux, mais poussée ici à son paroxysme. À l'époque, terminer une telle course relève déjà de l'exploit, alors la gagner, c'est rentrer dans la légende. Le succès est immédiat. Le public est captivé, les lecteurs suivent chaque étape avec passion et les exploits des coureurs sont racontés comme de véritables récits d'aventure. Le Paris-Brest-Paris devient rapidement une course mythique au point d'être aujourd'hui encore l'une des plus anciennes épreuves cyclistes longue distance. Cette nuit, j'ai pris un terre-plein dans Fougères parce que comme il n'y a plus d'éclairage dans les villes, on a du mal à voir maintenant les petits terre-pleins. Et c'est pour ça que j'ai éclaté un pneu. Si je fais un bon temps, tant mieux, le tout c'est pas de se blesser. Mais c'est quelques années plus tard que cette aventure sportive va prendre une tournure beaucoup plus gourmande. En 1910, Louis Durand, pâtissier installé à Maisons-Laffitte, crée une pâtisserie inspirée directement de cette course. Artisan reconnu dans sa région, il est réputé pour son sens de la précision et son goût pour les créations élégantes et généreuses. À la demande du créateur de l'épreuve, il imagine un gâteau en forme de roue de bicyclette, clin d'œil évident à ces coureurs lancés sur les routes. Mais au-delà de la forme, c'est aussi l'idée d'un dessert nourrissant et énergétique qui s'impose. À l'image des cyclistes, il faut quelque chose de consistant, riche, capable de tenir au corps. Une couronne de pâte à choux garnie d'une crème pralinée généreuse. Le Paris-Brest est né. À l'origine, il aurait même été pensé pour être remis au vainqueur de la course, participant ainsi à la popularisation de l'événement et du cycliste lui-même. Très vite, la pâtisserie dépasse le cadre de la course. Les clients viennent spécialement pour la goûter, séduits par sa forme originale et son goût unique. Le succès est tel qu'elle devient rapidement un classique repris par d'autres pâtissiers à travers la France. La même année, une recette similaire apparaît d'ailleurs sous le nom de Paris-Nice, dans le traité de la pâtisserie moderne d'Émile Darène et Émile Duval.
Preuve que l'idée circule déjà dans les milieux pâtissiers, que la création s'inscrit dans une époque d'innovation culinaire. Et face au succès grandissant de cette création, la famille Durand tente en 1930 d'en protéger l'origine. Paul Durand, le fils de Louis, dépose une demande de brevet, qui sera finalement refusée. La raison est simple, la pâtisserie est déjà trop répandue, trop copiée, presque entrée dans le patrimoine collectif. Le Paris-Brest n'appartient déjà plus à un seul homme, mais à toute une tradition gourmande. Gaston, le nôtre, nous avons l'autre jour beaucoup parlé de ce que la Normandie vous devait ou de ce que vous deviez à la Normandie, puisque vous êtes de ce pays. Donc aujourd'hui, nous allons un peu l'abandonner, si vous voulez bien, pour nous occuper de la région parisienne, puisque vous êtes en fait parisien. Et je voudrais vous demander quel menu vous suggère notre capitale. Eh bien, c'est pas un menu que me suggère la capitale. On commencera volontiers par un souvenir plutôt de vacances. Nous allons faire un gâteau que j'aime beaucoup, un souvenir aussi là d'enfance, parce qu'il ne se fait plus beaucoup, un Paris-Brest en pâte à choux et mousse pralinée. Alors, c'est fait comment un Paris-Brest exactement ? C'est d'abord une pâte à choux que l'on poche en forme de couronne, comme une roue de vélo, puis que l'on parsème d'amandes effilées avant de l'enfourner jusqu'à obtenir une belle couleur dorée et croustillante. Une fois refroidie, on la coupe délicatement en deux comme un écrin prêt à être garni. À l'intérieur, on vient pocher une généreuse crème mousseline au praliné, à la fois légère, onctueuse et intensément parfumée. C'est elle qui fait toute la signature du Paris-Brest, avec ce goût de noisette légèrement caramélisé, absolument irrésistible. On referme ensuite la couronne, on saupoudre d'un voile de sucre glace et le tour est joué. Un dessert à la fois simple dans son principe, mais terriblement efficace. Alors, maintenant que vous connaissez son histoire, difficile de ne pas avoir envie d'y goûter. Que ce soit vous l'auteur ou votre boulanger-pâtissier, vous succomberez à ce goût unique. Aujourd'hui, le Paris-Brest n'est plus seulement une pâtisserie, c'est une véritable icône. La preuve, en 2012, un sondage TNS Sofres le classe à la 15e place des desserts préférés des Français. Une belle performance pour une création née plus d'un siècle plus tôt, et qui continue de séduire toutes les générations. Mais ce qui est encore plus fascinant, c'est sa capacité à se réinventer. Car si la version classique au praliné reste indétrônable pour beaucoup, certains pâtissiers s'amusent à revisiter la recette. On voit ainsi apparaître des déclinaisons aux accents du monde entier. Le Paris-New York, enrichi de noix de pécan pour une touche plus américaine. Ou encore le Paris-Sicile, où le praliné laisse place à une crème parfumée à la pistache. Et parfois, le voyage est encore plus local. À Courchevel, on déguste un Paris-Courchevel. À Metz, un Paris-Metz a même été créé à l'occasion de l'arrivée du TGV Est. À Marseille, certains parlent d'un Marseille-Brest. Et à l'autre bout du monde, au Vietnam, le chocolatier Marou propose un étonnant Paris-Saigon. Autant de variations qui montrent à quel point cette pâtisserie est entrée dans la culture populaire, au point d'inspirer des créations aux quatre coins du globe. Finalement, plus qu'un simple dessert, le Paris-Brest est devenu un terrain de jeu pour les pâtissiers et un incontournable pour les gourmands. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Histoire de cuisine. Alors la prochaine fois que vous verrez un Paris-Brest dans la vitrine d'une pâtisserie, prenez un instant, observez sa couronne dorée, imaginez la roue d'un vélo lancé sur les routes entre Paris et Brest, et souvenez-vous, ce n'est pas qu'un simple dessert, c'est un morceau d'histoire, un hommage à une course mythique et surtout une belle preuve que la gourmandise peut naître des plus grandes aventures humaines. Alors, si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le partager autour de vous, c'est ma plus belle récompense. On se retrouve très bientôt pour un nouveau voyage gourmand à travers les secrets des recettes.